Ma mère m'a foutu à la porte à 16 ans pour élever ses nouveaux gamins. Maintenant que je suis riche, elle exige que je paie leurs études universitaires. Mais ce qui s'est passé sur mon perron a tout changé. J'ai aujourd'hui 33 ans et je bosse en tant que cadre supérieur dans une entreprise où je suis depuis l'obtention de mon diplôme. Même si j'ai bossé comme un dingue pour en arriver là, il y a toujours une partie de moi qui se demande à quoi ma vie aurait ressemblé si ma mère avait pris de meilleures décisions. Elle m'a eu à 20 ans. Mon père biologique n'a jamais été dans le tableau. Honnêtement, je sais à peine quelque chose sur lui. D'après ce qu'elle m'a dit plus tard, elle lui a laissé le choix de rester, mais il s'est barré sans hésiter. Pas de pension, pas de dispute, juste disparu. On vivait dans un tout petit appart au-dessus du garage de mes grands-parents. C'était pas grand-chose, mais ça faisait l'affaire. Mes grands-parents l'ont quasiment porté à bout de bras à cette époque. Ils l'ont aidé à s'occuper de moi pendant qu'elle finissait ses études et obtenait son diplôme de kinésithérapeute. Elle jonglait entre l'école, le boulot et le fait de m'élever toute seule. Faut lui reconnaître ça, elle restait pas à se lamenter. En tant que mère célibataire, elle se battait. Ses premières années n'étaient pas si mauvaises. Ouais, l'argent manquait, mais moi je le remarquais pas. Je passais beaucoup de temps avec mes grands-parents pendant qu'elle bossait ou étudiait. Mon grand-père adorait m'avoir dans les pattes. Honnêtement, c'est probablement lui qui a le plus fait pour moi pendant toutes ces années-là. Ma mère trouvait quand même du temps pour moi quand elle le pouvait. Elle me lisait une histoire le soir, m'emmenait au parc, des petites choses comme ça. Tout a changé quand j'avais environ 8 ans. Ma mère a rencontré un type nommé Léonard à son boulot. Il avait l'air correct au début, boulot stable, gars normal. Je me souviens qu'elle disait à quel point il était différent des mecs qu'elle avait connus avant. Ils sont sortis ensemble pendant un moment, et après quelques années, ils se sont mariés quand j'avais autour de 11 ans. Léonard n'était pas un mauvais gars, mais il n'était pas très chaleureux non plus. Poli, mais distant. Il n'était pas méchant avec moi, mais il ne faisait pas vraiment d'efforts pour me connaître non plus. Il me traitait comme si j'étais juste un meuble. Au début, rien n'a vraiment changé. Je vivais toujours avec ma mère, et maintenant Léonard. C'était pas génial, mais ça allait. Puis, des petits trucs ont commencé à changer. Ma mère s'est mise à se concentrer davantage sur Léonard et leur vie de couple. Les dîners sont devenus plus silencieux, moins centrés sur moi et plus sur eux deux. Je me rappelle très bien essayer de participer aux conversations et d'être écarté comme si j'existais pas. Au début, je l'ai pas mal pris. Je me suis dit qu'elle était juste contente de son mariage et qu'elle voulait que ça marche. Mais avec le temps, c'est devenu clair que j'étais peu à peu mis de côté. J'ai redoublé d'efforts pour attirer leur attention. Je bossais à fond à l'école, je ramenais de bonnes notes, j'aidais à la maison, tout ce que je pouvais faire pour prouver que j'existais encore. Puis, vers mes 12 ans, ma mère est tombée enceinte de jumeaux. Tout le monde était ravi. Moi aussi, au début. Je m'imaginais comme le grand frère cool, à aider avec les bébés, à leur apprendre des trucs, à faire partie de cette nouvelle famille. J'ai même commencé à faire du babysitting chez les voisins pour m'entraîner en vue de l'arrivée des jumeaux. Mais plus sa grossesse avançait, plus elle changeait avec moi. On aurait dit qu'elle avait plus de temps pour moi. Tout tournait autour des jumeaux. Je me disais que c'était temporaire, que quand ils seraient là, tout reviendrait à la normale. Les jumeaux sont arrivés, et c'est comme si j'avais disparu du jour au lendemain. Je veux dire, je comprends. Ce sont des bébés. Et les bébés demandent beaucoup d'attention. Je ne m'attendais pas à ce que tout reste comme avant, mais là, c'était un autre niveau. C'était pas juste une question de fatigue ou d'être occupé. On aurait dit qu'elle ne me voyait plus du tout. Les dîners en famille? Terminé. Avant, c'est elle qui les organisait, qui faisait des efforts pour qu'on passe du temps ensemble. Maintenant, plus rien. Et c'était pas seulement les repas. Les petites choses qui nous reliaient ont disparu aussi. Parler de notre journée, regarder une émission ensemble, partager des blagues qu'on était seuls à comprendre. Le pire dans tout ça? C'est que je continuais à essayer. Même si c'était évident que je faisais plus partie de la nouvelle dynamique familiale. Je continuais à bosser à l'école, à aider, à essayer de me rendre utile. Mais peu importe ce que je faisais, ça changeait rien. Je n'étais plus une priorité. À 16 ans, tout a explosé. Un soir, ma mère et Léonard m'ont appelé dans le salon en disant qu'on devait avoir une discussion sérieuse. Je le sentais venir. L'ambiance était glaciale. Ils m'ont fait asseoir et ont commencé à m'expliquer que, financièrement, ça devenait tendu avec les jumeaux. Ils disaient que les dépenses avaient augmenté et qu'ils ne pouvaient plus subvenir aux besoins de tout le monde à la maison. C'est Léonard qui parlait le plus, me sortant tous les chiffres,
comme si j'étais censé compatir. Ma mère, elle, me regardait. Et là, elle a sorti une phrase que j'oublierai jamais, il mérite plus. Pas on va trouver une solution, pas on est tous dans le même bateau. Juste un message clair, je comptais plus. J'ai pas répondu. À quoi bon? Je suis monté dans ma chambre, j'ai fait mon sac avec les quelques fringues et affaires perso que j'avais, et je suis parti. Sans me retourner. Je suis allé direct chez mes grands-parents. Ils m'ont ouvert la porte sans hésiter. Mais ils étaient furieux. Mon grand-père faisait les 100 pas en marmonnant qu'il pouvait pas croire que sa propre fille ait pu faire ça. Ma grand-mère, elle, me serrait fort sans dire un mot. Il voulait confronter ma mère, mais en même temps, il voulait pas couper les ponts pour de bon, surtout à cause des jumeaux. Et je comprenais. Les jumeaux étaient innocents. Ils avaient rien demandé. Ils n'avaient certainement pas demandé à devenir le centre du monde de ma mère à mes dépens. Je leur en voulais pas, même si j'étais en colère contre la situation. Ce jour-là, tout a basculé pour moi. C'est là que j'ai compris que je pouvais plus compter sur ma mère. À 16 ans, j'étais plus juste un ado qui cherche sa place. J'étais tout seul. Et ouais, ça faisait peur. Mais j'avais pas le choix. À partir de ce moment-là, j'ai su que je devais m'occuper de moi-même, parce que personne d'autre ne le ferait. Vivre chez mes grands-parents a été un soulagement, mais ce n'était pas facile. Ils m'offraient un toit et un endroit où rester, mais ils ne pouvaient pas faire beaucoup plus. Ils étaient à la retraite, vivaient avec un revenu fixe, et n'avaient tout simplement pas les moyens de me soutenir comme j'en avais besoin. Alors j'ai commencé à bosser. Mon premier job, c'était dans un petit café du coin. Ce n'était pas glamour, mais ça payait juste assez pour m'acheter des fournitures scolaires, des fringues et quelques trucs essentiels pour survivre au lycée. Gérer le boulot et les cours, c'était pas évident. Je rentrais tard, j'essayais de finir mes devoirs, puis je devais me lever tôt le lendemain pour recommencer. Mes notes ont un peu baissé, mais j'ai quand même réussi à rester sur la bonne voie pour décrocher le diplôme. Ce qui faisait vraiment mal, c'est que ma mère ne donnait aucun signe de vie. C'était comme si j'avais cessé d'exister pour elle. De temps en temps, j'entendais parler d'elle et de Léonard par des ragots de famille. Bien sûr, ils allaient très bien. Les jumeaux s'épanouissaient, et ils vivaient cette vie parfaite, dans une jolie maison avec leur voiture neuve. Franchement, j'arrivais pas à comprendre. Je ne vois pas pourquoi deux personnes avec de bons boulots ne pouvaient pas se permettre d'élever 3 enfants. Je n'étais pas une dépense extravagante. Je demandais juste le strict minimum. Et pendant ce temps, c'était moi qui galérais. Je bossais les week-ends et jusque tard les soirs de semaine, juste pour garder la tête hors de l'eau. Jongler entre les devoirs, les shifts et essayer de mener une vie à peu près normale, c'était épuisant. Ce n'est pas comme si je leur demandais grand-chose. Juste un peu d'effort, un peu d'attention. Mais j'ai eu l'impression que dès que j'ai passé la porte ce soir-là, ils ont tiré un trait sur moi, comme si je n'avais jamais existé, et ils sont retournés dans leur petite bulle parfaite. J'imagine que ce n'était pas vraiment une question d'argent. Ils ne voulaient tout simplement plus de moi. Vers ma dernière année de lycée, les lettres d'acceptation des universités ont commencé à arriver. J'étais excité, mais aussi terrifié. Je savais que je n'aurais jamais les moyens d'aller à la fac tout seul. J'avais besoin d'aide. Alors, contre toute logique, j'ai décidé de contacter ma mère. Je me souviens être assis dans la cuisine de mes grands-parents, tard dans la nuit, avec mon téléphone en main, en essayant de trouver comment formuler le message. Mon esprit tournait en boucle, cherchant la meilleure façon de demander de l'aide sans paraître trop désespéré. J'ai supprimé et réécrit ce texto au moins 10 fois avant de finalement envoyer « Salut, j'ai été accepté dans plusieurs universités. Je me demandais si tu pouvais m'aider avec les démarches d'aide financière ou co-signer un prêt. » J'ai appuyé sur envoyer et je l'ai tout de suite regretté. Pas parce que c'était mal de demander, mais parce qu'au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Pourtant, une petite partie stupide de moi gardait l'espoir qu'elle se souvienne que j'étais aussi son enfant. Sa réponse est arrivée des heures plus tard, et quand elle est tombée, mon estomac s'est noué. On économise pour l'avenir des jumeaux. On ne peut pas t'aider, désolé. C'est tout. Pas de félicitations. Pas de « on est fier de toi ». Juste un refus sec. Je ne devrais pas être surpris, mais je l'étais. Ou alors, ça m'a juste blessé plus que ce que je voulais admettre. Je suis resté là, à fixer le message, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait rejeter son propre enfant comme ça. Ce n'était même pas une question d'argent. C'était une absence totale d'intérêt. Je me sentais comme un idiot, à me demander pourquoi j'avais même essayé. Je savais que je ne pouvais pas compter sur elle.
J'ai posé mon téléphone en essayant d'avaler la boule dans ma gorge, mais les larmes sont venues quand même. Je n'en voulais pas aux jumeaux. Ce n'était pas leur faute. Ils n'avaient rien demandé. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir rejeté, comme si je ne comptais plus. Heureusement, ma tante a pris le relais. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle n'a même pas hésité. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, je co-signerai tes prêts. Toi, concentre-toi sur la réussite, d'accord? Elle n'était pas obligée de faire ça. Elle avait ses propres responsabilités, ses propres enfants à gérer. Mais elle croyait en moi. Elle m'a dit qu'elle avait toujours su que j'étais capable d'aller loin. Et honnêtement, cette confiance m'a encore plus touché que son offre. À ce moment-là, je me suis fait une promesse, je ne la décevrai pas. Je me donnerai à fond. Pas seulement pour moi, mais pour prouver que sa foi en moi n'était pas en vain. Ma mère m'avait claqué la porte au nez, mais ma tante, elle, l'avait grande ouverte. Et j'avais bien l'intention de saisir ma chance. La fac, c'était pas une blague. J'ai bossé sans relâche. Petit boulot sur le campus, shift les week-ends, mission freelance pour tenir le coup. Je me suis même formé tout seul au design web et j'ai commencé à bosser en indépendant pour des petites entreprises. Le travail payait bien, et j'avais des factures à couvrir. Le sommeil est devenu un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Mais je m'en fichais. J'avais un objectif, et rien ne m'arrêterait. Et ma mère? Silence radio. Pas un seul message, pas un appel pour prendre de mes nouvelles. De temps en temps, je tombais sur ses publications sur les réseaux. Des photos des jumeaux à leur spectacle scolaire, leurs anniversaires, leurs vacances en famille à Disneyland. Elle avait l'air si détendue, comme si sa vie était une bulle parfaite. Ces posts, c'était comme un coup de couteau droit dans le cœur. Alors, à la fin, je les bloquais. Je ne pouvais plus continuer à me torturer en regardant une vie dont je ne faisais pas partie. Quand la remise des diplômes est enfin arrivée, j'ai envoyé une invitation à ma tante. Elle ne s'est pas contentée de venir, elle rayonnait au premier rang, applaudissant plus fort que tout le monde quand mon nom a été prononcé. Ma mère? Je n'ai même pas pris la peine de l'inviter. Si elle s'en fichait de mon parcours quand j'avais le plus besoin d'elle, elle ne méritait pas d'être là pour célébrer mon succès. Ma tante, par contre, elle méritait chaque seconde de ce moment, parce que sans elle, je ne serais peut-être jamais arrivé jusque-là. Après la remise des diplômes, la vraie galère a commencé. J'ai déménagé dans une petite ville pour un poste dans mon domaine. Le salaire n'était pas fou, mais il suffisait pour payer mes factures et commencer à rembourser mes prêts étudiants. Les premières années ont été rudes. Je vivais dans un minuscule appartement avec des meubles pourris et je faisais de longues heures juste pour faire mes preuves. Je donnais tout ce que j'avais dans ce boulot. Je sautais sur chaque occasion d'apprendre, je restais tard pour finir les projets et je me portais volontaire pour les tâches que personne ne voulait. Petit à petit, ça a commencé à payer. J'ai eu une promotion, puis une autre, et avant même de m'en rendre compte, je montais les échelons. Vers la fin de la vingtaine, j'étais enfin dans une bonne situation. J'avais remboursé une grosse partie de mes prêts, j'avais emménagé dans un appartement correct et j'avais un peu d'économie. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avancer enfin. Ma relation avec ma mère était toujours inexistante. Je ne faisais aucun effort pour la contacter, et elle non plus. De temps à autre, j'entendais par des membres de la famille qu'elle demandait de mes nouvelles, mais ça ne menait jamais à rien. Elle avait sa famille, et moi j'avais ma vie. Je crois que le plus dur, pendant ces années-là, c'était de réaliser qu'elle ne changerait pas. Une partie de moi espérait encore qu'elle finirait par me tendre la main, s'excuser ou au moins reconnaître la façon dont elle m'avait traité. Mais ça n'est jamais arrivé. À la place, j'ai appris à ne plus rien attendre d'elle. Avance rapide jusqu'à mes 30 ans. J'étais cadre supérieur, je gagnais plus d'argent que je n'en aurais jamais imaginé. Mais je restais discret. Je ne postais rien en ligne, je n'en parlais pas à la majorité de la famille. Je ne voulais pas avoir à gérer les drames que ça pourrait déclencher. Mais ma tante, celle qui avait co-signé mes prêts, était la seule à être au courant de ma promotion. Elle était fière de moi et me le disait à chaque fois qu'on se parlait. Malheureusement, lors d'un rassemblement de famille, elle l'a mentionné à ma mère, de façon tout à fait innocente, pensant que ça pourrait provoquer une sorte de réconciliation. Elle voulait bien faire. Elle a toujours été celle qui cherchait à maintenir la paix. Mais ce simple commentaire a déclenché une réaction en chaîne à laquelle je n'étais pas préparé. Quelques jours plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé dans le Judas. C'était ma mère et Léonard. Je ne les avais pas vus depuis des années et je ne voyais pas une seule bonne raison pour qu'ils soient là, devant chez moi.
J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté pour les laisser entrer. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Léonard ne s'est même pas donné la peine d'être poli. Il faut qu'on parle, a-t-il lâché en me bousculant pour entrer, comme s'il était chez lui. Ma mère l'a suivi sans même me dire bonjour. On a entendu parler de ta promotion, a commencé Léonard, sur un ton sec et direct. Alors comme ça, tu fais enfin quelque chose de ta vie. Bien pour toi, il était temps. Je les regardais, abasourdi. Aucune félicitation, aucune civilité, juste des pics directs. Ok, ai-je dit lentement. Ma mère a enchaîné. Les jumeaux vont bientôt entrer à l'université, et on traverse une période un peu difficile financièrement. On s'est dit que puisque tu t'en sors bien maintenant, tu pourrais peut-être nous aider à couvrir leurs frais. Je ne me souviens plus de ma réaction exacte à ce moment-là, mais je sais que j'essayais juste de comprendre ce qui se passait. Après des années de silence. Après tout ce qu'ils m'avaient fait subir. Ils avaient le culot de débarquer chez moi pour me réclamer de l'argent? Vous êtes sérieux, ai-je finalement lâché. Pourquoi pas, a rétorqué Léonard. Tu gagnes bien ta vie maintenant, non? Fais pas comme si tu pouvais pas te le permettre. T'as pas d'enfant, pas de famille à entretenir. T'as les moyens. Ce n'est pas une question de moyens, ai-je répondu, la voix montant. C'est le fait que vous n'avez absolument rien fait pour moi. Et maintenant vous êtes là, à me demander de l'aide comme si je vous devais quelque chose? Ma mère a levé les yeux au ciel. Oh, ça recommence, a-t-elle dit en levant les bras. Tu vas encore jouer la victime. Pauvre petit, on ne t'a pas assez câliné. Tu traînes cette rancune depuis des années, et pourquoi? Regarde-toi. Tu t'en es bien sorti. Ouais, parce que j'ai bossé comme un taré, ai-je répliqué sèchement. Sans aucune aide de votre part. Vous avez une idée de ce que ça m'a coûté d'aller à la fac sans co-signataire, sans le moindre soutien financier? J'y suis arrivé. Mais pas grâce à vous. En dépit de vous. Léonard a ricané. Oh allez, fais pas comme si t'avais eu la vie si dure. Aujourd'hui, t'as un bon job, non? Un bel appart. Tu devrais peut-être nous remercier. Si on t'avait pas mis dehors, tu serais pas là aujourd'hui. Vous remercier, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Vous m'avez foutu à la porte parce que je n'étais plus pratique. Vous m'avez fait comprendre que je comptais pas. Et maintenant, vous débarquez pour que je sauve la mise au gosse dont vous vous êtes réellement occupé? Hors de question. Le ton de ma mère est devenu glacial. Tu es égoïste, a-t-elle claqué. Je t'ai élevée toute seule. J'ai bossé comme une malade pour te garder en vie, pour te donner tout ce dont tu avais besoin. Et maintenant regarde-toi. T'as tout ce qu'il te faut. Et tout ce qu'on demande, c'est un peu d'aide. Ce sont tes frères et sœurs. Tu leur dois bien ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, c'était la façon dont elle le disait. Comme si je devais avoir honte de ne pas tout lâcher pour elle et les jumeaux. Je ne leur dois rien, ai-je rétorqué. Et je ne vous dois rien non plus. Vous avez fait vos choix. J'ai fait les miens. Vous avez décidé que je ne valais pas votre temps, ni votre argent. Et maintenant, vous attendez que je mette ma vie entre parenthèses pour eux? Ça n'arrivera pas, Léonard s'est approché, le visage dur. Tu sais quel est ton problème? T'as toujours cru que t'étais plus important que tu ne le es vraiment. Tu crois que t'es meilleur que tout le monde juste parce que t'as réussi à t'en sortir tout seul. Mais laisse-moi te dire un truc, tu ne comptais pas pour cette famille à l'époque, et tu ne comptes toujours pas maintenant. Ça m'a frappé en plein cœur, mais j'ai rien laissé paraître. Alors pourquoi t'es là? Ai-je dit froidement. Si je compte pour rien à tes yeux, qu'est-ce que tu fais dans mon salon à mendier de l'argent? Ma mère a rétorqué, parce qu'on ne voulait pas venir ici. Tu crois qu'on prend plaisir à te demander de l'aide? Mais les jumeaux méritent un avenir, et si t'étais pas aussi foutrement égoïste, tu le verrais. Mais non, t'es trop occupé à jouer l'enfant blessé pour faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre que toi. J'ai éclaté de rire, un rire amer. Tu veux parler d'égoïsme? T'as foutu ton propre gamin à la porte pour faire de la place à ta vraie famille. Tu m'as dit que je valais pas l'effort. Et maintenant tu veux me parler de ce que les jumeaux méritent? Ils méritent de meilleurs parents, voilà ce qu'ils méritent. C'est pas mon problème. Léonard m'a pointé du doigt, sa voix montant, tu ferais mieux de surveiller ton langage. On reste ta famille, que ça te plaise ou non. Et la famille s'entraide. Non, ai-je dit fermement, la famille ne fait pas ce que vous m'avez fait. La famille ne jette pas son gosse comme une vieille chaussette, pour revenir des années plus tard à genoux pour demander de l'argent.
Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes des étrangers pour moi. Le visage de ma mère s'est déformé de colère. Très bien, sois un sale gamin égoïste. Mais viens pas pleurer quand ta vie partira en vrille. Tu crois que t'es mieux que nous, mais t'es rien. Tu seras toujours rien. C'était la goutte d'eau. J'en avais assez. Si vous partez pas tout de suite, ai-je dit en sortant mon téléphone, j'appelle la police. Léonard a ricané, vas-y, appelle-les. On verra bien ce que ça donne de jeter tes propres parents dehors. Vous n'êtes pas mes parents, ai-je dit calmement, le doigt au-dessus de l'écran. Plus maintenant. Ma mère lui a attrapé le bras, murmurant quelque chose entre ses dents. Tu vas le regretter, dit-elle en se tournant pour partir. Non, ai-je répondu en refermant la porte derrière eux. Je ne vais pas le regretter. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point j'avais changé. L'enfant qui cherchait désespérément leur approbation n'était plus là. Je ne leur devais rien, et je n'allais pas les laisser me manipuler par la culpabilité pour penser le contraire. Une fois qu'ils sont partis, je suis resté debout dans mon salon, le téléphone toujours à la main. Je ne me sentais pas bouleversé. Même pas en colère. Juste vidé. Pendant des années, j'avais gardé enfoui au fond de moi cet espoir qu'un jour, ils me verraient comme leur fils, comme un membre de la famille, comme quelqu'un qui comptait. Mais cet espoir s'était éteint. Cette confrontation avait claqué la porte à toutes les illusions qu'il me restait à leur sujet. Après ce jour-là, je pensais que je ne les reverrais plus. J'avais été clair, ils n'étaient plus les bienvenus dans ma vie, et j'étais prêt à aller de l'avant. Mais des gens comme eux ne savent pas accepter un non. Ils n'avaient pas fini d'essayer de revenir dans ma vie, et ce qui a suivi a été un vrai chaos. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par des collègues que ma mère s'était pointée à mon bureau. Je n'étais pas là, j'avais pris un jour de congé maladie. Mais apparemment, elle avait fait tout un scandale. Elle était entrée comme une furie, avait exigé de me voir, et quand on lui a dit que j'étais absent, elle a refusé de partir. Elle criait à propos de la famille, des sacrifices, de tout ce que je lui devais. Un collègue m'a raconté que le lendemain, la sécurité avait dû l'escorter hors du bâtiment. C'était intense. J'étais mort de honte. J'ai présenté mes excuses à tout le monde et j'ai tout de suite averti les ressources humaines. Je leur ai demandé d'ajouter son nom à la liste des personnes interdites d'entrer sur le site. Malgré ça, j'étais secoué. Je n'arrivais pas à croire qu'elle était tombée aussi bas. Mais le pire restait à venir. Ma mère n'avait pas dit son dernier mot. Un soir, environ une semaine plus tard, je suis rentré du travail et je l'ai trouvée qui m'attendait devant chez moi. Elle faisait les 100 pas dans l'allée, visiblement agitée. Dès que je suis sorti de ma voiture, elle a foncé sur moi en criant « Tu peux pas continuer à m'ignorer ». J'ai pris une grande inspiration, en gardant mes distances. « Qu'est-ce que tu fais là ? » On doit parler, dit-elle en me pointant du doigt comme si j'étais un gosse. Tu crois que tu peux tourner le dos à ta famille ? À tes responsabilités ? Quelle responsabilité ? Ai-je répliqué. C'est toi la mère, pas moi. Les jumeaux, ce sont tes enfants. C'est à toi de gérer tout ça, pas à moi. Cette réponse l'a fait exploser. Elle a commencé à hurler que j'étais égoïste et ingrat, que je lui devais tout ce qu'elle avait fait pour moi. J'ai sacrifié tellement pour toi. A-t-elle hurlé. Et voilà comment tu me remercies ? En nous tournant le dos ? T'as rien sacrifié pour moi, ai-je dit en essayant de garder un ton calme. Maman, retourne dans la maison d'où tu as viré ton fils, et ne reviens plus ici. À ce moment-là, sa voix est passée du fort au carrément hystérique. Elle criait tellement que les voisins sont sortis de chez eux pour voir ce qui se passait. C'est un sale gosse. A-t-elle hurlé en gesticulant dans tous les sens. Il a toujours été un petit con égoïste. Il se soucie de personne d'autre que lui-même. Quelques voisins ont essayé d'intervenir, lui demandant de se calmer, mais elle n'écoutait pas. Sa voix devenait de plus en plus forte, de plus en plus paniquée, jusqu'à ce qu'elle se jette sur moi en hurlant « Après tout ce que j'ai fait pour toi ». Recul, les jeux prévenus, mon téléphone en main, commençant à composer le 112. Je suis sérieux, maman. Ne t'avise pas. Son visage s'est déformé par la rage et elle a tenté de m'arracher violemment le téléphone. Ne t'avise pas d'appeler la police contre ta propre mère. Je t'ai élevé, j'ai tout sacrifié pour toi. C'est toi qui m'as abandonné, ai-je crié en tenant le téléphone hors de sa portée, essayant de la repousser. Tu m'as jeté comme si je ne valais rien. À ce moment-là, j'avais l'impression de ne plus me disputer avec ma mère, mais avec une inconnue portant son visage. Elle criait au manque de reconnaissance, à la loyauté familiale, tout en continuant à tenter de me saisir le téléphone.
À travers le chaos, j'ai entendu un voisin crier « J'appelle la police, laissez-le tranquille ». D'autres voisins ont commencé à sortir de chez eux, à se tenir sur leur perron ou à s'approcher, assistant à cette scène irréelle d'une mère agressant physiquement son propre fils. Finalement, quelqu'un est intervenu et l'a tiré loin de moi, juste au moment où le son des sirènes a déchiré l'air. Elle se débattait encore, hurlant des choses incohérentes, mais le moment était passé. Alors que les gyrophares de la voiture de police illuminaient la rue, je suis resté là à trembler, réalisant jusqu'où elle était allée et à quel point je ne pouvais plus la laisser revenir dans ma vie. Le lendemain matin, je me suis rendu directement au commissariat pour déposer plainte. J'ai tout expliqué, l'incident au travail, sa venue chez moi, la dispute devant mes voisins. L'agent avec qui j'ai parlé a été compréhensif et m'a aidé à entamer la procédure pour obtenir une ordonnance restrictive. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé à mes grands-parents, ils étaient furieux. Elle a perdu la tête, a dit mon grand-père en secouant la tête. Je sais pas ce qui lui prend, mais tu ne mérites pas ça. On aurait dû faire plus pour toi à l'époque, a ajouté ma grand-mère, la voix lourde de culpabilité. On pensait bien faire en restant proche, mais on t'a laissé affronter trop de choses tout seul. Je suis tellement désolé. Je leur ai dit que ce n'était pas leur faute. Ils avaient fait de leur mieux, et ils étaient la seule raison pour laquelle j'avais eu un minimum de stabilité après que ma mère m'ait mis dehors. Ils m'ont fait comprendre qu'ils en avaient fini avec elle. On l'a soutenue dans tout, a dit mon grand-père, mais là, c'est la goutte d'eau. On coupe les ponts. Entendre ça m'a laissé un goût amer. D'un côté, c'était une forme de validation. Ils voyaient enfin qui elle était vraiment. Mais de l'autre, ça faisait mal de voir jusqu'où elle était tombée, et à quel point elle ne se souciait que d'elle-même. L'ordonnance d'éloignement a été accordée quelques semaines plus tard, et la vie a enfin commencé à se stabiliser. Je me suis consacré entièrement à ma carrière, à ma maison, et aux personnes qui comptaient vraiment, mes grands-parents, ma tante et mes amis proches. Ma tante, elle, a été mon pilier. Elle ne s'est pas contentée d'intervenir quand les choses allaient mal. Elle est restée. Et jamais elle ne m'a fait sentir que je lui devais quelque chose pour ça. Quelques mois plus tard, une fois que j'avais enfin repris mon souffle, j'ai décidé de faire quelque chose pour elle. Ce n'était pas pour la rembourser, mais pour lui montrer à quel point elle comptait pour moi. Je ne lui ai pas juste donné de l'argent. J'ai tout planifié. J'ai fait en sorte que ce soit suffisant pour lui offrir un week-end de détente, en famille, quelque chose dont elle avait toujours rêvé mais qu'elle n'avait jamais priorisé, parce qu'elle pensait toujours aux autres avant elle-même. Quand je lui ai donné l'enveloppe, elle avait l'air confuse au début. Puis elle l'a ouverte et a poussé un cri de surprise. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, la voix tremblante. « C'est pour toi » ai-je dit simplement. « T'as toujours été là pour moi. T'étais pas obligé, mais tu l'as fait. Tu mérites quelque chose de bien, quelque chose rien que pour toi. » Ses yeux se sont embués de larmes et elle a secoué la tête. « Tu n'avais pas à faire ça. Je t'ai aidé, pas pour recevoir quoi que ce soit en retour. » Justement, ai-je répondu, la voix chargée d'émotion, c'est pour ça que tu le mérites encore plus. Elle m'a serré fort dans ses bras, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti ce genre d'amour et de soutien que j'avais passé toute ma vie à chercher. Elle ne faisait pas que me voir, elle me valorisait. Pendant ce temps, de temps en temps, j'entendais quelques bribes d'informations sur ma mère et Léonard. Leur situation financière s'effondrait, et les jumeaux galéraient pour finir leurs études. Je ne me sentais pas coupable. Je ne ressentais plus rien. Ils avaient fait leur choix, et moi j'avais fait les miens. Pendant des années, j'avais porté le poids de vouloir leur approbation, d'espérer qu'un jour ils me verraient comme quelqu'un qui compte. Mais maintenant, j'avais compris qu'ils ne le feraient jamais. Et c'était ok. Je n'avais plus besoin de leur validation. Je connaissais ma propre valeur aujourd'hui, et je m'étais entouré de personnes qui la voyaient aussi. J'ai construit une vie dont je suis fier, remplie de gens qui tiennent vraiment à moi. Et surtout, j'ai compris que la famille, ce n'est pas le sang qui la définit. La famille, c'est ceux qui sont là. Ceux qui restent à tes côtés, qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Quant à ma mère, j'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche, peu importe ce que c'est. Mais moi, j'ai fini d'être sa solution. J'ai fini d'être son sacrifice. Ma vie m'appartient maintenant, et je ne me retournerai pas. Si quelque chose de nouveau se passe, je vous ferai une mise à jour. Dernière mise à jour, salut tout le monde. Je ne pensais pas écrire une nouvelle mise à jour, mais quelque chose d'inattendu s'est produit, et je pense que ça vaut la peine d'être partagé. Après tout ce qui s'est passé avec ma mère et Léonard, l'ordonnance d'éloignement, l'embuscade devant chez moi, sa crise de nerfs, je pensais que cette partie de ma vie était derrière moi.
J'avais fermé la porte et j'étais passé à autre chose. Mais un des jumeaux m'a contacté. Tout a commencé par un texto d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Max. Est-ce qu'on peut parler? J'aimerais apprendre à te connaître. T'es mon frère, et je ne te connais pas du tout. » Je suis resté là à fixer le message pendant longtemps. Max et moi, on se connaissait à peine. Quand j'ai quitté la maison, ça faisait des années, et à l'époque les jumeaux étaient encore petits. Et avec tout ce que ma mère et Léonard m'avaient fait subir, je n'avais aucun lien avec eux. Une partie de moi s'est demandé si ce n'était pas encore un plan tordu de ma mère. Mais la façon dont Max avait écrit son message semblait différente. Après un moment, j'ai répondu « De quoi s'agit-il » Quelques minutes plus tard, il m'a appelé. J'ai hésité avant de décrocher. « Salut » a-t-il dit, la voix un peu nerveuse. Je sais que c'est bizarre, mais je voulais te contacter. Je pense beaucoup à toi ces derniers temps, et j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose d'important. T'es mon frère, et je ne sais rien de toi. J'ai horreur de ça. Je ne disais pas grand-chose, alors il a continué. Je sais ce que maman et papa t'ont fait. Je comprenais pas quand j'étais petit, mais maintenant je comprends. Je pense pas que c'était juste. Franchement, je trouve ça horrible. Et je te blâme pas d'être parti. Mais je déteste que leur choix nous ait empêchés d'avoir une relation. C'est leur faute, pas la tienne. Ces mots m'ont pris de court. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi honnêtes sur la situation. Max, rien de tout ça n'est ta faute, ai-je dit en essayant de garder une voix stable. Tu n'as pas fait les choix qu'ils ont faits. Je sais, a-t-il répondu. Mais ça n'empêche pas que c'est dur. J'ai l'impression d'avoir raté la chance d'avoir un grand frère. Et maintenant que je suis assez grand pour comprendre tout ça, j'aimerais au moins essayer de réparer ça. Je sais que je peux pas annuler ce qu'ils ont fait, mais j'aimerais apprendre à te connaître, si t'es d'accord. Je me suis adossé à ma chaise, sans savoir quoi dire. Pendant des années, j'avais porté le poids de me sentir comme quelqu'un qui ne comptait pas pour sa propre famille. Mais là, Max me tendait la main, reconnaissait ce qui s'était passé et me demandait une chance de construire autre chose. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi me contacter après tout ce temps? Honnêtement, a-t-il dit, parce que je veux pas qu'on reste des étrangers pour toujours. Je te demande pas de pardonner maman ou papa. Je cherche pas d'excuses pour eux. Je veux juste te connaître, c'est tout. Son ton était si sincère que j'ai eu du mal à ne pas être touché. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de tourner la page, ai-je dit finalement. Ce n'est pas facile pour moi de rouvrir cette porte. Je comprends, a-t-il dit. Et je te demande pas quelque chose de gros. Je veux juste une chance de te parler. Peut-être voir si on peut construire un lien. T'es mon frère, et j'aimerais savoir qui tu es. Je suis resté là un moment, pesant le pour et le contre. Les jumeaux n'étaient pas responsables de ce qui s'était passé. Ils n'avaient pas pris les décisions qui ont déchiré notre famille. Et si Max faisait l'effort de me tendre la main, peut-être que ça valait le coup de faire un pas vers lui. Même si une partie de moi me disait encore qu'il avait peut-être des intentions cachées, j'ai décidé de lui donner une chance. Après tout, je ne connaissais pas vraiment les jumeaux. D'accord, ai-je dit. On peut commencer par une conversation. Son soulagement était évident. Merci, a-t-il dit rapidement. C'est tout ce que je demande. Je veux juste un point de départ. On a raccroché peu après, et j'ai passé le reste de la soirée à y penser. Le fait que Max me contacte, c'était pas quelque chose que j'aurais imaginé. Et ça m'a laissé avec un mélange d'émotions que je n'arrivais pas totalement à digérer. La vérité, c'est que j'ai passé tellement de temps à voir les jumeaux comme une extension de la famille qui m'avait rejeté. Mais Max m'a fait réaliser qu'eux aussi avaient été victimes de l'égoïsme de ma mère et de Léonard. Ils n'avaient pas choisi cette situation, pas plus que moi. Je ne sais pas où tout ça va nous mener. Je reste prudent. J'ai construit une vie dont je suis fier, et je n'ai aucune envie de rouvrir de vieilles blessures. Mais en même temps, les efforts de Max ont l'air sincères. Il n'a pas essayé de me culpabiliser. Il n'a pas cherché à défendre ses parents. Il voulait juste me connaître. Et pour la première fois, j'ai l'impression que peut-être, juste peut-être, je pourrais avoir une relation avec quelqu'un de ce côté-là de la famille. C'est un petit pas, mais ça ressemble à un vrai progrès. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus choquantes qui se déroulent tout autour de vous.